Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue sur Sika. Au sommaire de cette édition, l'Ouganda et l'Égypte qui affichent de belles perspectives économiques. Les deux pays vont enregistrer les plus fortes croissances au cours de la prochaine décennie. La saison 2017-2018 s'annonce catastrophique pour la production de maïs en Zambie. Elle pourrait chuter de 34%. Et puis la problématique de l'éducation financière était au cœur de la 5e édition du Salon agricole et financier à Cotonou, au Bénin. Deux pays africains figurent dans le top 3 des pays qui auront la croissance économique la plus rapide d'ici à 2026. Il s'agit de l'Ouganda et de l'Égypte. Ces deux pays pourraient former avec l'Inde le top 3 des pays qui vont enregistrer les croissances les plus fortes de la décennie à venir. C'est en tout cas ce que nous indique un rapport de l'université Harvard. À en croire ce document, l'Ouganda devrait connaître un taux de croissance de 7,5% et l'Égypte 6,3%, ce qui va leur permettre d'occuper respectivement les 2e et 3e places du classement mondial, juste derrière l'Inde, dont le taux de croissance devrait être de 7,9%. Ces différents taux de croissance devraient être stimulés par les réformes et programmes de diversification économique initiés dans ces pays. Notons enfin que l'Afrique de l'Est devrait enregistrer les croissances les plus rapides du continent devant l'Afrique de l'Ouest. Le Fonds monétaire international attire encore une fois l'attention des États africains sur les risques liés à leur dette. Dans un rapport publié cette semaine, le FMI estime que malgré l'accélération de leur croissance ces dernières années, les économies africaines pourraient être plombées par une dette de plus en plus pesante. Le Fonds monétaire international donne une nouvelle fois l'alerte. Dans un rapport rendu public, l'institution explique que l'augmentation massive des mobilisations financières pour les investissements à travers les emprunts obligataires pourrait avoir un effet pervers sur les pays africains. Selon certaines données rendues publiques, les États africains ont émis en 2017 pour 7,5 milliards de dollars d'obligations souveraines, soit 10 fois plus qu'en 2016. Et la tendance semble s'accélérer en 2018. Ainsi, 11 milliards de dollars d'obligations souveraines ont été émis ou devraient l'être uniquement lors du premier semestre 2018. Cette situation a favorisé, selon le FMI, un surendettement de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. En effet, environ 40% des pays à faible revenu de cette région seraient en situation de surendettement ou à haut risque pendant que des dettes libellées en devises étrangères ont progressé de 40% entre 2010 et 2013 et 2017 et représenteraient aujourd'hui 60% de la dette publique totale moyenne de l'Afrique subsaharienne. Autre préoccupation soulevée par le FMI dans son rapport, la hausse des taux d'intérêt moyens qui augmente considérablement le coût de remboursement des emprunts, ce qui pourrait amener plusieurs pays africains à se retrouver dans l'incapacité de rembourser leurs titres émis. Pour éviter tous ces inconvénients, le Fonds monétaire international encourage les États africains à s'appuyer davantage sur les sources de financement durable et à mettre l'accent sur la mobilisation des recettes intérieures. La récolte de maïs va baisser en Zambie de 34% cette année, en passant de 3,61 millions de tonnes à 2,39 millions de tonnes. Selon le gouvernement zambien qui a publié l'information, le pays vit le double fardeau d'une sécheresse qui frappe plusieurs zones de production et des attaques de chenilles légionnaires ainsi que des insectes foreurs de tiges dans les champs de maïs. Cette chute de la production annoncée ne devrait pas cependant menacer la sécurité alimentaire en Zambie. La Zambie qui consomme en moyenne 1,6 million de tonnes de maïs par an. La culture du maïs est essentiellement le fait des
petits exploitants qui représentent près de 70% des emplois agricoles du pays. Et puis le Bénin a abrité cette semaine la 5e édition du salon agricole et financier, en abrégé Agri-Finance, placé sous le thème « Stimuler la productivité par l'éducation financière ». Ce salon a mis en relation les institutions de financement et les jeunes entrepreneurs. Plusieurs thématiques y ont été débattues, notamment le financement de la chaîne de valeur pisciculture, la problématique de la chaîne de valeur anacarde, mais aussi les opportunités pour les PME de l'agrobusiness. La 5e édition du Salon agricole et financier organisé à Cotonou sous le thème « Stimuler la productivité par l'éducation financière » a mis en vedette des structures de financement et des entreprises agricoles. Ce salon arrive à point nommé. Ça nous donne une idée des services financiers que nous offrent les SFD et les conditions dans lesquelles on peut avoir accès à ces financements-là. Et ça nous permet d'avoir aussi des contacts des SFD pour pouvoir avoir des opportunités de financement et entreprendre ce que nous avons comme projet. Pendant 3 jours, les structures et entreprises participantes ont exposé leurs produits et services d'une part et sont allées à la rencontre de la clientèle d'autre part. Un jeune promoteur qui vient, qui est dans le domaine agricole, doit avoir un plus. Mon souhait, c'est que ces structures, au lendemain de ces assises, se retrouvent pour mettre en place des mécanismes actuels qui s'adaptent réellement aux jeunes startups. Panel, instant témoignage, coaching, mini-foire, tout était prévu à ce 5e Agri-Finance pour inciter et outiller les jeunes à entreprendre dans le secteur agricole. Le focus était plus sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. C'est pour ça, vous avez remarqué, il y a eu durant le salon beaucoup d'entreprises de jeunes, des entreprises productrices de jus de fruits, même des entreprises, des fermes agricoles, je vais dire, qui offrent le poisson d'élevage frais. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 6e édition. Et nous allons plutôt prendre tout de suite rendez-vous avec notre chroniqueur Casimir Pédior. C'est dans quelques secondes après la pause. Casimir Pédior qui nous emmène aujourd'hui au Cap-Vert et à qui je souhaite tout d'abord la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, nous allons d'abord nous intéresser au secteur tourisme. Comment est-ce qu'il se porte au Cap-Vert ? Le secteur se porte très bien, en quoi donc les données statistiques issues donc du ministère du Tourisme au niveau du pays, le secteur se porte à merveille au regard donc du potentiel touristique dont dispose le pays. Il faut déjà dire que le Cap-Vert, c'est quand même 10 îles et 5 îlots qui aujourd'hui représentent un atout pour les voyageurs, notamment ceux de l'Europe. Il faut également dire que le Cap-Vert a quand même un potentiel historique, culturel et aussi individuel de son peuple qui aujourd'hui attire beaucoup de visiteurs, ceux de la France, du Portugal et aussi de l'Espagne. Aujourd'hui, le Cap-Vert tire 16% de son produit intérieur brut de l'activité touristique et le pays compte maximiser donc cet apport-là. Pourquoi pas le faire passer au-delà donc des 33%, soit le tiers donc du produit intérieur brut pourra donc être issu de l'activité du tourisme. Voilà le défi que le pays s'est donc lancé. Et justement, comment est-ce que le pays compte relever ces défis-là ? Alors, pour relever ce défi, le Cap-Vert a lancé courant 2016 un projet qui pourra donc permettre au pays de maximiser, donc d'améliorer un peu la gouvernance, le cadre légal et également la gouvernance du secteur touristique. Ce programme vise notamment à faire drainer donc au niveau du pays les investisseurs pour véritablement accroître donc les infrastructures. On annonce, selon donc le gouvernement, on annonce donc
certain nombre de mesures telles que la facilitation aux investisseurs, la conservation et le développement de la cagnotte financière pour véritablement attirer. Le second volet donc de ce projet vise à diversifier un peu le secteur touristique, à diversifier donc les sites, les rendez-vous, mais aussi l'agenda touristique annuel au niveau du pays. Et le troisième volet sera la consolidation donc des acquis en termes donc d'investissement, mais également des différents voyages. Et pour finir, le Cap-Vert se bat aujourd'hui pour renflouer davantage sa destination sur le plan mondial. L'Europe, qui représente environ 92% donc des destinations au niveau du pays, le Cap-Vert compte donc attirer d'autres pays pour véritablement s'assurer qu'à l'horizon 2025, le pays pourra tirer environ le tiers donc, de ses revenus de ce secteur. On s'en souvient qu'Azmic Pédior, le pays a justement bénéficié en 2016 d'un projet de développement du secteur touristique. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui en reste? Ce qui reste de ce projet, c'est exactement la consolidation, car les investisseurs ont frappé beaucoup à la porte donc, du Cap-Vert pour véritablement donc, s'intéresser à la chose au regard donc, du potentiel géographique, mais aussi halieutique du pays. Il faut également dire que ce projet a aujourd'hui permis au Cap-Vert d'améliorer un peu son couvert. Ces sites d'accueil, les hôtels ont été donc améliorés pour véritablement offrir une certaine aisance aux visiteurs. Au-delà de ça, c'est le Cap-Vert qui donc développe le secteur des TIC, à savoir les technologies de l'information et de la communication, pour davantage vendre sa destination. Aujourd'hui, des startups cap-verdiens voient le jour pour véritablement vanter la destination du Cap-Vert pour faciliter. Le Cap-Vert annonce également l'amélioration donc du circuit de transport, notamment au niveau des grands voyages, au niveau de l'aéronautique, pour permettre donc aux visiteurs de pouvoir bénéficier d'une certaine aisance, et ceci à prix réduit, pour véritablement profiter donc des 4000 et quelques kilomètres de kilomètres carrés, voilà, qui aujourd'hui offrent une aisance de repos aux Français, aux Asiatiques, mais aussi aux visiteurs du Moyen et du Proche-Orient. Justement, nous avons appris que le pays lorgne de plus en plus vers l'Europe de l'Ouest notamment, mais encore plus vers l'Asie. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le Cap-Vert, donc le gouvernement cap-verdien a engagé une diplomatie offensive en direction donc des pays comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde, comme le Pakistan, mais aussi les pays du Moyen-Orient comme Dubaï ou le Qatar, où véritablement des startups et le gouvernement accompagné vont donc vendre la destination du Cap-Vert afin de pouvoir tirer bon profit de ça. Aujourd'hui, le Cap-Vert a compris que le développement, ce n'est pas seulement le pétrole, ce n'est pas seulement les matières premières, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est aussi le tourisme qui pourra donc sortir les pays africains, en l'occurrence les pays comme le Cap-Vert qui dispose, je l'ai dit, de 10 îles et de 5 îlots, les sorties donc de l'ONIR. Merci beaucoup Azmic Pédior, merci d'être venu donc nous parler du tourisme au Cap-Vert. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous et à lundi.